grand merci, cher Alain, d'avoir clos ces échanges en parlant avec profondeur de la patrie. L'attachement à la patrie pour lequel vous évoquez la parole de Barrès a donc été magistralement illustré par lui dans son célèbre discours de 1899, La terre et les morts, qui fut prononcé par le fils d'un Lorrain. Lorraine, dont l'appartenance à la France à l'époque n'était pas beaucoup plus ancienne que d'une centaine d'années, un peu plus, et dont le territoire avait été ravagé antérieurement par la guerre de 30 ans, totalement ravagé, guerre de 30 ans dont la France fut partie prenante. L'attachement à la patrie ne va donc pas sans douleur ni renoncement, tout comme la fidélité de ceux qui s'engagent dans la vie religieuse. Ces douleurs ont été celles des hommes de Dieu dans la guerre, visibles dans la synthèse que vous avez écrite et qui avait constitué le fond du colloque de 2014. Elles furent aussi, ces douleurs, la conséquence des rancœurs et des partis pris idéologiques qui ont mené à la décision du gouvernement Herriot de reprendre l'expulsion des religieux en 1924, en tirant un trait rageur sur leur engagement héroïque dans la lutte pour la victoire de 1918. Face à ces mesures, et sans préjudice pour la douceur qu'impose l'idéal évangélique aux religieux chrétiens, la réaction du monde catholique, comme on nous l'a montré, fut celle d'une sainte colère, massive et multiforme, telle qu'elle n'avait pas été manifeste dans les réactions pourtant émaillées d'échauffourées aux mesures vexatoires et violentes des expulsions du début du siècle, telles qu'on nous les a rappelées aujourd'hui, et notamment par la parole de Jean Sévillat. La force tranquille de cette réaction de masse en 1924 trouve certainement son énergie dans cette forge d'âme que fut le conflit mondial, vécu dans la sublime horreur des tranchées. C'est sans doute le fil directeur de cette lettre ouverte du père Doncker, qui demeure en ce centenaire la charte fondamentale de la DRAC. Philippe Maxence nous l'a rappelé avec force ce matin, l'écho du « nous ne partirons pas » résonne encore aujourd'hui. Le colloque nous a montré ensuite combien la DRAC fut forte, active et inventive en ces dernières décennies, également dans un esprit pratique, allant jusqu'à la tenue d'un bureau militaire pour défendre le statut personnel des religieux combattants, et cela tant que le danger d'une reprise des expulsions demeurait. Et nous savons que la menace des mesures d'expulsion ne fut définitivement éliminée en droit qu'à la Libération, puisqu'elle n'avait fait auparavant ces mesures d'expulsion l'objet que d'une sorte de suspension. L'utilisation intelligente et massive de ce que l'on n'appelait pas encore les médias, de tout type, incluant le cinéma, comme Brigitte Guilbeault nous l'a montré, la mobilisation de la jeunesse, comme nous l'a dit Tito Enrico, la mise en avant de personnalités charismatiques sur tout le territoire français, avec la mise en place de réseaux, enfin, tout ce que la partie historique du colloque nous a montré, tout cela s'explique par l'adversité et la volonté ferme d'y faire face, volonté forgée dans le feu de la guerre et de la victoire, au combat, et aussi dans les angoisses des populations civiles, à l'arrière et sous les bombardements. Cette partie de l'histoire de la DRAC est certes terminée, mais c'est paradoxalement elle qui, dans son achèvement même, nous indique la marche à suivre. Désormais, les religieux de la Grande Guerre sont tous partis pour un autre monde. Et, comme on l'a aussi rappelé, l'un d'eux a déjà été déclaré bienheureux, le père Daniel Brottier, fondateur aussi de l'Union nationale des combattants, UNC, que la DRAC retrouve avec d'autres mouvements amis dans le monde combattant. Dans le droit français également, les différents ordres du clergé régulier masculin et féminin, car il faut rappeler, cela nous a été dit, que les expulsions avaient aussi également concerné les ordres féminins jusqu'aux sœurs contemplatives et cloîtrées. Ces expulsions, ces religieux ne sont plus menacés officiellement d'être chassés de leur ministère et du sol de leur patrie. Et pourtant, l'exposé magistral de Thibaut Collin nous a montré que notre ciel n'est peut-être pas aussi serein que nous le voudrions, que les menaces demeurent. Et pourtant, il nous a dit et nous a prouvé que nous avions en main
les moyens de faire face à cette situation. On peut ajouter que la détestation de l'engagement décisif de la vie religieuse, dans sa rupture radicale avec le monde, tel que le montre le détachement temporel du père Doncker dans son manifeste, quand il affirme, je cite, « ne tenir ni à un toit ni à un champ », n'est pas né à la fin du XIXe siècle. Et là encore, la profondeur de cette attitude nous a été montrée jusqu'à la Renaissance. On peut rappeler dans le champ légal, ne serait-ce que la constitution civile du clergé de 1790, qui comprenait de façon explicite l'abolition des vœux religieux et du clergé régulier, supposés contraires à la liberté individuelle. La Révolution française n'est-elle pas revendiquée comme un fondement ? Certaines mesures antérieures, toujours dans le champ légal, comme dans l'Autriche impériale de Joseph II, au XVIIIe siècle, montrent aussi combien les racines de cette hostilité sont profondes. Sa résurgence est-elle donc impossible ? Faut-il s'en étonner ? La place menaçante de ce que l'Évangile appelle le monde demeure nécessairement aujourd'hui. Face à cela, le père Poquet du Haut-Jussé, lui-même religieux et en lien avec le monde combattant, vient de nous dire qu'il y a ici plus qu'un espoir, une espérance, avec là encore des moyens qui sont en nos mains. Et la DRAC a ici, comme nous l'a redit encore Alain Toulza, définitivement un rôle à jouer. La clé en est sans doute dans ce contre quoi elle a combattu à ses origines en 1924, c'est-à-dire le reniement et l'abolition idéologique de ce qu'avait été l'union sacrée de la Grande Guerre et de ses lendemains, union sacrée visible aussi dans l'étonnant échange entre Clémenceau et Dauchotard, qu'Alain Toulza et encore à un autre moment du colloque nous a été remis en mémoire. Il ne s'agit donc pas pour nous de mettre en avant un nationalisme qui pourrait être agressif, ni une forme de communautarisme catholique qui serait de surcroît contraire au statut de la DRAC, mais de promouvoir une nouvelle union sacrée des cœurs, des âmes et des esprits, dont la fraternité d'étrangers a pu être autrefois le creuset et le modèle. Il s'agit aussi de mettre en avant l'engagement, et celui du service de la patrie est bien proche de l'engagement décisif des vœux religieux. Les biographies croisées de tant de soldats et de moines le montrent aujourd'hui encore, et nous en avons tous des exemples dans nos relations. Il y a enfin l'engagement pour la vie du mariage, dont le père Poquet du Haut-Jussé nous a rappelé l'enjeu important. Clé de notre survie en tant que société, et tant malmenée, malgré sa place pourtant fondamentale et légale. Tout cela montre le chantier qui s'ouvre à la DRAC dans la perspective conservée jalousement d'une union sacrée, surtout dans la relation confiante et responsabilisante avec la jeunesse que lui a permis dès 1926 sa coupe d'éloquence presque centenaire, justifiant aussi son évolution déjà quarantenaire vers un investissement majeur dans le domaine civique et moral et aussi, bien sûr, culturel. C'est le sens de la seconde explicitation de l'acronyme DRAC, adoptée au début des années 80, sans rupture avec l'originel qui est conservé, défense et renouveau de l'action civique. Il y a là un défi que la DRAC saura relever en poursuivant sa relation forte avec le monde combattant et avec les moyens d'aujourd'hui, sans en négliger aucun, comme en ses premières années. Et je remercie encore tous les intervenants, tous ceux qu'on ne peut citer dans le détail, dans l'organisation matérielle aussi du colloque, qui nous ont permis d'évaluer aujourd'hui à la fois les perspectives historiques et les enjeux pour l'avenir de la DRAC qui nous engagent tous. À eux tous, à vous aussi, messieurs les abbés, mon père, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers amis, qui êtes venus partager notre enthousiasme de centenaire vigoureux et heureux, un immense merci. Et au plaisir aussi de fêter dans 2 ans le centenaire de la Coupe d'éloquence, dans l'attente, bien sûr, du colloque du bicentenaire de la DRAC. Merci encore, et donc à bientôt à nos côtés, sans oublier
la prochaine finale de la Coupe d'éloquence de la DRAC à Paris le dimanche 23 mars 2025. Entre nous, il ne peut s'agir que d'un au revoir. Merci encore.